Bonjour à tous, bienvenue à notre série de webinaires baptisée «L'art de répondre à vos clients». Je suis Arnaud Dufournet, je suis directeur marketing chez Enghouse France et le sujet du jour, c'est le nouveau normal et ses conséquences pour la relation client. Je pense qu'il ne vous a pas échappé que le Covid a changé les rapports entre les individus, mais aussi entre les marques et les consommateurs. En cette période d'élaboration des plans et budgets 2021, il m'a semblé intéressant de tirer les premiers renseignements et conséquences de cette crise sanitaire pour la relation client. Alors, ce que je vous propose au cours de ce webinaire, c'est de prendre du recul, de vous aider à dégager les sujets importants, les projets à lancer pour ajuster votre parcours client à ce nouveau normal. Allez, passons tout de suite à l'agenda. Je vous représenterai en bref, pour commencer, Enghouse Interactive, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Ensuite, je vous détaillerai ce nouveau normal, ce nouveau monde dans lequel nous sommes rentrés depuis, quelques semaines. Nous tirerons ensuite, les premiers enseignements, de ce nouveau normal et de ses conséquences, ses impacts, les tendances qui vont impacter la relation client. Et enfin, je vous donnerai quelques pistes pour, affronter ce nouveau monde, et survivre et améliorer surtout votre expérience client. Quelques mots donc sur, Enghouse. Enghouse est un éditeur, canadien qui a été créé en 1984 et qui est coté à la bourse de Toronto. Le groupe a d'ailleurs été, salué récemment pour, ses performances, boursières. Le groupe a intégré le classement des 30 valeurs les plus, performantes sur, les 3 dernières années, en pointant à la 15e place de ce classement. Le groupe compte près de 2 000 collaborateurs, dans plus de 25 pays, et nous avons réalisé un chiffre d'affaires, proche des 330 millions d'euros sur les 4 derniers trimestres. Cette croissance, repose sur, une double stratégie, à la fois, de la croissance, organique, mais aussi, des acquisitions qui viennent renforcer, les 3 divisions, que compte le groupe. La première de ces divisions étant Enghouse Interactive, c'est la première en termes de chiffre d'affaires, elle pèse à peu près, 50. C'est la division qui s'adresse, aux centres de contact. Mais le groupe fait également des solutions logicielles pour les opérateurs, pour les aider, les opérateurs télécoms, pour les aider à optimiser leur infrastructure, leur réseau. Et puis, nous proposons également des logiciels, qui permettent de gérer des infrastructures routières ou des péages, par exemple. Petit zoom sur, la première donc division, la division, Agence Interactive, c'est la division qui est spécialisée dans les solutions technologiques pour les centres de contact, avec une expertise maintenant de plus de 35 ans, 10 000 clients répartis dans le monde, 1 000 000 de postes équipés. Les solutions du groupe sont reconnues par, le Gartner. On figure, dans le Magic Quadrant, en position de challenger. Cette division s'est vue renforcée par l'acquisition de 2 sociétés, l'an passé. La première, Vidyo, une société, spécialisée dans la visioconférence, et les conversations vidéo pour la relation client. Et puis, Eptica, ça c'était, à l'automne, dernier. La société a été rachetée par, le groupe, en automne pour venir, compléter, son portefeuille de solutions. Et justement, ce portefeuille de solutions en France, il est extrêmement large. C'est ce qui, nous distingue, des autres acteurs. Nous sommes capables, avec notre première ligne de solutions, Contact Highway, de répondre à des enjeux, d'omnicanalité. Pour, la conversation digitale et des besoins un peu plus pointus, notamment, en email, il y a toujours les solutions Eptica. Si vous souhaitez intégrer, la vidéo dans votre centre de contact ou tout simplement, répondre à des enjeux de collaboration, nous avons, la solution, Vidyo. Et puis enfin, en transversal, puisqu'il est extrêmement important de comprendre les clients, leurs besoins, heu, l'idée est de valoriser les conversations que l'on peut avoir à travers, l'ensemble des canaux. Nous avons, une solution d'analyse de la voix du client qui s'appelle Veco, qui repose sur, l'intelligence artificielle et qui va permettre de comprendre, les motivations profondes, des clients.
Pour terminer, un petit tour sur nos clients. À l'international et en France, le groupe est très présent dans des secteurs comme la banque, l'assurance, la finance et aussi le retail. Et puis, historiquement, en France, Enghouse est très présent sur le secteur public, avec des références par exemple comme la CNIL ou Pôle emploi. Revenons à notre sujet du jour, le nouveau normal. Alors, c'est évidemment l'expression décrivant le monde dans lequel nous sommes rentrés depuis mars. L'émission de Yann Barthès, le quotidien, nous l'avait d'ailleurs dépeint avec humour le 13 mai dernier. C'est un monde fait de distanciation, de gel hydroalcoolique que l'on vous enjoint de mettre à chaque fois que vous franchissez le seuil d'un magasin. Un monde sans contact, un monde où vous pouvez acheter une Tesla et la récupérer sans le moindre contact avec un agent ou un conseiller. C'est une expression qui fait son chemin dans la presse, puisque des journaux très sérieux comme le Forbes l'utilisent. Forbes d'ailleurs, qui m'a aidé à préparer ce webinaire, puisque je suis tombé sur un article décrivant un scénario possible pour 2023. Un scénario qui a été décrit par un cabinet de conseil, Heidrick Consulting, et que j'ai trouvé intéressant de vous relater, parce que les scénarios qu'ils décrivent sont assez éclairants sur ce qui pourrait se produire dans les prochains mois. Le premier scénario, qu'ils ont baptisé les enclaves digitales. Dans ce scénario, on observe un redémarrage de l'activité, avec des impacts de la crise qui sont maîtrisés. Mais par contre, on a une pandémie qui est, elle, pas totalement sous contrôle. On a un vaccin qui est disponible, mais la couverture vaccinale n'est pas suffisante. On assiste à de la défiance de la part des populations. Le résultat, c'est que la distanciation sociale perdure dans nos relations à la fois pro et perso. C'est la sécurité qui va primer. On fait de moins en moins de réunions physiques. C'est du management de proximité, et c'est donc le télétravail pour tous. Alors dans ce scénario-là, on voit des fractures numériques qui s'amplifient. On voit des enclaves donc digitales interconnectées se multiplier. Le second scénario, qu'ils ont baptisé la techno-humanité, ça c'est le scénario beaucoup plus rose, puisque dans ce scénario, le virus disparaît, la pandémie est sous contrôle grâce à la recherche et la résilience des systèmes de sécurité. Du coup, l'économie mondiale rebondit et retrouve son niveau d'avant-crise. On assiste à des reprises des interactions humaines, mais on a tiré les leçons et les comportements numériques se sont réellement ancrés. Donc, on observe un recours massif aux technologies digitales, l'utilisation de l'intelligence artificielle et des robots qui vont s'imposer dans la plupart des secteurs, et finalement l'économie poursuit sa globalisation, que j'ose dire heureuse. Troisième scénario, baptisé la fracture croissante. Alors ce scénario-là, c'est le plus noir, hein. C'est la récession économique profonde. On s'installe dans une forte instabilité liée à l'insécurité évidemment sanitaire. On assiste à différentes vagues secondaires de l'épidémie, ce qui génère une perte de confiance généralisée. Le résultat, il est assez cataclysmique, des clivages, des montées de populisme, des nationalismes, le protectionnisme, des mouvements capitalistiques violents, faits de rachats et de liquidations, de la perte de confiance donc des consommateurs, récession violente, montée des communautarismes, comportements individualistes. Bref, ce qui va être essentiel dans ce scénario, c'est de retrouver une confiance. Enfin, le dernier scénario, qu'ils ont baptisé l'union dans la crise, décrit un monde où les mesures de distanciation sociale perdurent, provoquant toujours, prolongeant la récession économique. Mais la crise économique va être quand même partiellement amortie par une certaine solidarité internationale, un rebond des valeurs humanistes. On assiste à du volontariat, de la mise en commun de ressources, des aides massives des banques centrales et des gouvernements, des partenariats publics et privés.
Quels que soient les scénarios, bon, chacun se fera son opinion. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes rentrés dans des zones de turbulence et d'oscillation qui vont perturber les consommateurs et aussi ceux dont c'est le métier de servir les consommateurs. Ce qui me frappe surtout, c'est l'importance de la confiance. C'est véritablement le niveau de confiance des populations qui va conditionner la suite des événements. Regardons maintenant les différents impacts et heu, différentes tendances qui ont pu émerger au cours des dernières semaines. Certaines d'ailleurs étaient déjà présentes, mais la crise sanitaire les a clairement accélérées. Et parmi elles, il y a la transformation de nos comportements de consommation. Chacun a pu voir et mesurer la baisse de la fréquentation dans les magasins. À l'inverse, le e-commerce, lui, a grandement profité de cette situation. Tout le monde a pu noter qu'Amazon avait tiré largement profit de la situation, avec un deuxième trimestre assez exceptionnel, un chiffre d'affaires qui a augmenté de 40% et des bénéfices qui ont doublé. On a pu voir, ça c'est Nielsen qui l'a observé, une nette accélération de la livraison à domicile et des services des ventes dans les drives. Et puis surtout, pour la première fois, une accélération de la part du e-commerce dans les produits de grande consommation. Cette part, elle est passée de 6% à maintenant un peu plus de 10%. Dans cette accélération de la transformation, il y a toujours ce phénomène du consommateur schizophrène de plus en plus, hein. D'un côté, on aime mieux manger, mieux consommer, on essaie de faire attention. Pour autant, on réclame plus de services et puis on maintient quand même des achats à plaisir. Ça, c'est l'étude faite par Havas, appelée Shopper Observer, qui le montre. Dans cette étude aussi, on trouve un chiffre que je vous ai mis là qui m'a vraiment frappé, c'est le nombre de consommateurs prêts à supprimer les grandes marques nationales et internationales dans leur consommation parce qu'ils estiment qu'elles ont un impact notamment négatif sur l'environnement. Je trouve ce chiffre de 60% assez frappant et révélateur du changement des mentalités. Le deuxième phénomène qui s'accélère, c'est celui de l'immédiateté. Évidemment, on veut que tout soit disponible tout de suite. Ce qui est frappant là, c'est de voir que nous sommes 3 Français sur 4 à être prêts à changer de marque pour un produit équivalent si celui-ci est disponible immédiatement. Mieux, on est prêt à le payer plus cher, là aussi, si ce produit est prêt immédiatement. Enfin, on assiste à l'usage on recherche des services de livraison rapides, hein, c'est ce qu'on appelle les services de moins de 24 heures. Là, c'est un tiers des Français maintenant qui ont recours et c'est en cela qu'il y a une contradiction avec d'autres aspirations, celle d'une consommation plus responsable et plus verte. Chacun sait que ce type de services vont être plus demandeurs, plus consommateurs de carbone et pas forcément très favorables à l'écologie. Troisième tendance lourde, c'est l'accroissement des usages digitaux. Évidemment, avec le confinement, la communication digitale s'est envolée. Un exemple qui illustre parfaitement ça, c'est l'usage le recours à la vidéo. Nous avions fait avec Enghouse une étude auprès de 1000 consommateurs français juste en juin après le confinement pour essayer de mesurer la progression de cet usage entre l'avant-confinement et l'après. Et le chiffre est passé de 60% à 75% des Français qui utilisent maintenant la vidéo, soit à titre personnel, soit à titre professionnel. D'autres canaux, évidemment, ont bénéficié de cette période-là, ont été parfois saturés ou sursollicités. Je pense notamment à notre client CNED qui a été extrêmement sollicité pour les cours à distance et qui a dû faire face à plus de 26 000 mails en l'espace de 5 jours dès l'annonce de la fermeture des écoles par le ministre de l'Éducation, Monsieur Jean-Michel Blanquer. Là, ils ont dû faire face d'un seul coup à une vague d'emails. Enfin, autre bouleversement majeur, c'est celui de l'organisation du télétravail. Ce télétravail, on l'a subi évidemment. Il a fallu le mettre en place en urgence à l'issue du confinement. Pour autant, ce besoin ou cette envie de télétravail était déjà présente
Ça, c'est un observatoire fait tous les ans par Welcome to the Jungle qui le dit. Les Français étaient déjà favorables à 1 sur 2. 50% étaient déjà favorables à un télétravail complet, c'est-à-dire 5 jours sur 7 avant le confinement. Évidemment, cette tendance s'est encore alourdie à l'issue du confinement. Cela dit, cette tendance, elle nous amène à observer que la gestion des équipes à distance est extrêmement complexe. C'est un véritable défi pour les managers. Comment maintenir une cohésion, une créativité, un partage, une intelligence collective quand vous êtes à distance? Et ça, une université l'a très bien montré à travers une étude, donc une université anglaise qui a observé que en période de télétravail, les équipes perdaient tout simplement 93% des signaux de communication par rapport à des communications en face à face. Donc c'est un véritable défi. L'organisation, le télétravail est là pour durer, pour s'installer, mais derrière, il pose de véritables défis en termes de management. Quelles sont les tendances majeures également qu'on a pu observer et qui vont sans conteste influencer la relation client dans les mois à venir? Tout d'abord, on peut observer cette tendance du care ou de la bienveillance. On a tous, je pense, fait des mails en commençant par espérer la bonne santé de notre interlocuteur. Certains parfois même ont eu des scrupules à parler business en cette période. En tout cas, c'est une tendance lourde là aussi. Le care, on essaye de porter du soin à l'autre. La quête de sens ensuite, ça c'est l'humanisation des interactions et la valorisation de la culture d'entreprise. Beaucoup d'entreprises cherchent à valoriser leurs valeurs, à montrer une certaine éthique, donner du sens à la consommation. C'est aussi ce que va rechercher le consommateur et de plus en plus, il va se tourner vers les marques qui partagent ces valeurs. La communication omnicanal, ça c'est une évidence, ça avait déjà commencé avant la crise, mais désormais elle est bien installée et heureusement que les canaux digitaux étaient là pour assurer la continuité lorsque les numéros de téléphone ne répondaient plus, lorsque les centres d'appel étaient désertés parce que ils n'avaient pas réussi à maintenir leur activité. Les marques ont réussi à maintenir quand même un lien avec leurs clients grâce au digital. Et puis, dernière tendance aussi lourde, c'est la relation client sans frontières. C'est l'idée que la relation client, ce n'est plus simplement un sujet marketing ou au service client. La relation client, c'est surtout une culture d'entreprise une culture client, pardon, qu'il faut diffuser dans tous les départements de l'entreprise. Maintenant, la relation client est véritablement devenue l'affaire de tous. Pour terminer, ces enseignements, observations sur, la crise que nous vivons actuellement, il y a des premiers renseignements qu'on peut tirer aussi, en termes d'expérience client et de résultats, en termes de performance des entreprises. Il y a des perdants très clairement, dans cette période de confinement, des consommateurs ont été déçus par le service qu'on leur a apporté. Donc là, il y a une étude qui est sortie en juillet qui montre que 3 Français sur 4 ont une mauvaise expérience et souvent une mauvaise expérience liée au temps d'attente qui était jugé beaucoup trop long. Ça a une conséquence immédiate, c'est que les gens qui sont déçus bien ne réachèteront plus la marque ou le produit. Ça, c'est un phénomène que l'on connaissait, mais qui est encore plus marqué. Donc l'expérience client joue énormément. En revanche, ceux qui ont réussi à proposer une bonne expérience, à répondre aux attentes des clients, ils ont marqué des points et ça incite même les consommateurs à acheter davantage ces marques-là. Et autre point intéressant, c'est que la période a été également propice à de nouveaux essais, hein, puisque pendant cette période, eh bien, il y a 16% des Français qui ont indiqué avoir opté pour de nouvelles marques suite à une expérience positive.
Nous venons de décrypter le nouveau normal et les nouvelles tendances clients. Il est temps maintenant d'explorer les différentes pistes qui pourraient vous aider à survivre dans ce nouveau normal et en commençant par regarder les différentes technologies qui pourraient vous aider. Première piste qui me semble importante à explorer, c'est l'écoute de vos clients. Dans un monde aussi incertain que celui dans lequel nous sommes maintenant, il est d'autant plus important de sonder régulièrement et de comprendre les motivations de vos clients. Avec le Covid notamment, beaucoup de questions autour de la sécurité se posent. Les clients ont besoin d'être rassurés et pour cela, il faut comprendre ce qui les soucie et afin de répondre à ces questions, voire même de devancer certaines interrogations. C'est, notamment le cas, de notre client Galeries Lafayette qui a bien, compris, cela et qui a décidé dès la rouverture de leur magasin essayer de comprendre, les attentes de leurs clients en, explorant notamment la thématique sécurité avec, notre outil Veco. Donc on les a aidés à mettre en place, cette thématique pour comprendre, exactement, ce qu'il y avait derrière, quelles étaient les attentes, des clients afin de pouvoir satisfaire leurs attentes et améliorer l'expérience en magasin. Heu, les bénéfices, d'une meilleure expérience client sont plus à prouver. On sait que ça va permettre, de différencier votre marque, hein. C'est ce qui pousse les gens maintenant, à acheter, voire à réacheter une marque. Donc vous fidélisez et la conséquence immédiate, là aussi, elle a été prouvée, par, Forrester, ça se traduit par des revenus, supérieurs, et une amélioration de la rentabilité. Il y a une corrélation maintenant, prouvée entre expérience client de haute qualité et performance économique. Alors comment on fait ça en pratique? Eh bien d'abord, il y a une première étape, qui va consister à recenser les différents, canaux sur lesquels vous pouvez collecter, heu, les, heu heu, les retours clients, les feedbacks de vos clients. Donc ça passe par des enquêtes, mais vous pouvez aussi, maintenant analyser, les conversations, par exemple, email, les chats, les conversations, vocales également et pourquoi pas, si vous envisagez la vidéo dans un futur d'analyser également, ce type de conversation. Pour faire ça, efficacement et surtout, en tirer une véritable connaissance client, il y a une technologie, indispensable, que j'appelle l'IA hybride, et qui, se compose d'une part, d'un volet machine learning, mais aussi, d'une analyse sémantique. Ce sont vraiment ces deux technologies qui vont vous permettre, d'analyser en profondeur, de comprendre réellement les motivations, de vos clients de manière à traduire ça en plan d'action. C'est souvent ce qui est le plus, compliqué dans ce type de projet, c'est de traduire la connaissance client en plan d'action, efficace. Donc pour cela, il faut vraiment aller en profondeur et comprendre réellement le poids, de chaque item, dans la satisfaction ou l'insatisfaction. Si vous souhaitez en savoir plus sur, la démarche, à suivre et comment mettre en œuvre ce type de projet, je vous renvoie, au webinaire que nous avions fait avec notre, client Galeries Lafayette en juin. Ils nous avaient expliqué dans le détail, la mise en œuvre de leur programme et les avantages qu'ils en tiraient. Et puis évidemment, nos spécialistes, Veco sont à votre écoute, pour vous accompagner sur ce type de projet. Deuxième piste, qui me semble fondamentale à explorer pour vous, c'est évidemment la continuité des services à travers, la migration de votre centre de contact dans le cloud. On a vu que le télétravail, avait été, un peu forcé, suite au confinement et que son développement aujourd'hui est assez inéluctable, et la relation client, n'y échappe pas. J'ai pas le chiffre pour la France, mais au UK, par exemple, nos collègues nous ont transmis les chiffres. Ils sont passés de 4 avant le confinement à plus de 84 en télétravail. Les centres ont majoritairement basculé en télétravail. Donc nul doute que, cette tendance va aussi, arriver sur la France. Donc il faut pouvoir gérer ça, et la seule façon de le faire, c'est, via le cloud. D'une part parce que, vous allez pouvoir, bénéficier d'une architecture distribuée, donc ce qui amène de la flexibilité. Vous allez pouvoir partager, vos outils, avec des équipes, distantes et ça permet de, rapidement, avoir une équipe opérationnelle, à distance.
Autre, bénéfice, qui n'était pas forcément évident, au départ, c'est, la facilité de recrutement. Et ben oui, parce que si, vous n'avez plus à demander aux gens de venir sur un centre en particulier, sur un lieu en particulier, ça vous ouvre des horizons en termes de profil et de personnes à recruter. On peut songer à la constitution d'équipes multilingues, où là, ça facilite évidemment les choses de pouvoir monter une équipe, dans un pays étranger pour pouvoir offrir un service multilingue. Autre effet aussi inattendu, c'est la rétention des collaborateurs. Parce que dès lors que vous proposez le télétravail, vous améliorez la rétention des agents. C'est ce qu'a montré Frost and Sullivan dans une étude. Ils l'ont même chiffré. Le taux de rétention des agents travaillant à distance serait de 80% contre seulement 25% pour ceux qui restent au bureau. Ils expliquent ça par le fait que vous offrez là à vos agents un meilleur équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Autre surprise aussi, c'est pas forcément la première idée que l'on se fait du télétravail, mais au final, la productivité est meilleure aussi. Les gens s'organisent mieux en télétravail. Ils organisent mieux, encore une fois, leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Ils gagnent du temps aussi sur les temps de transport, donc tout ceci est positif sur la productivité. Quand vos agents se sentent mieux, dans un confort plus important, ça se ressent évidemment dans leur façon de répondre aux clients et ça a un impact, toujours positif sur, la satisfaction client. Pour, mettre en place le télétravail, je vous renvoie à notre livre blanc que nous avons fait. Nous avons fait une checklist, assez complète, avec, toutes les étapes et toutes les choses auxquelles il faut penser pour, mettre en place le télétravail sur un centre, de contact. Et au-delà du télétravail, évidemment, c'est le sujet du moment, c'est une bonne raison pour, migrer dans le cloud, mais en fait, il faut voir plus loin et si on regarde un centre de contact traditionnel aujourd'hui, évidemment, il est déjà au cœur des interactions avec les différents, canaux. Heu, Aujourd'hui, on a déjà cette tendance de passer un centre, de contact physique à, un centre de contact, déporté, distant. La vision que, Enghouse a du centre de contact, l'avenir du centre de contact est beaucoup plus large que ça, tout simplement parce que, nous allons rentrer dans un monde hyper connecté, avec le développement des communications entre les objets connectés et le centre de contact, hein. On peut penser, par exemple à des voitures connectées qui, appelleraient, des centres de contact, en cas de panne. C'est tout un univers qui va se mettre en place, d'ici quelques années avec évidemment le déploiement de la 5G. On espère qu'on la déploiera en France. Mais en tout cas, toutes ces communications vont exploser et vont solliciter encore davantage, les centres de contact. Et pour ça, il est absolument indispensable de migrer son centre de contact dans une architecture, cloud qui va pouvoir, passer à l'échelle et être, en capacité de gérer toutes ces nouvelles, interactions. Pour ce type de projet, là aussi, Jaws peut vous accompagner avec notre, plateforme Contact Highway, et d'ailleurs, ça sera l'objet d'un prochain webinaire où vous pourrez, explorer tous les avantages, du cloud et de cette plateforme. Troisième piste, à explorer, le développement du self-service. L'objectif, ici, c'est de donner le choix au client, pour, satisfaire un nombre grandissant d'utilisateurs, digitaux, il est important de proposer un self-service sur son site web de manière à et c'est là les avantages, d'un self-service, de manière à servir rapidement déjà un client. Souvenez-vous, hein, l'immédiateté, c'est, quelque chose d'extrêmement important pour les clients aujourd'hui. Être en capacité déjà d'offrir une résolution au premier contact, c'est un élément majeur de la satisfaction, client. Autre avantage, du self-service, c'est, de dégager du temps pour, vos agents.
les décharger des requêtes les plus simples pour qu'ils puissent se focaliser sur des demandes plus complexes, à faire preuve d'empathie, c'est ce que recherchent aussi les clients. Souvenez-vous cette tendance du care. C'est exactement ce qu'a fait l'un de nos clients, par exemple Montblanc sur son site web. En mettant en place un self-service multilingue, ils ont permis comme ça de réduire le nombre de formulaires de contacts et de questions à traiter. Les gens directement trouvent les informations sur la disponibilité des produits, par exemple, ce qui permet aux agents de se concentrer davantage sur la mission qui est d'expliquer la marque Montblanc, tout son historique. Donc, ils sont là dans une relation beaucoup plus personnalisée avec les clients et surtout, leur mission s'en trouve valorisée. Autre effet positif du self-service, c'est la réduction des coûts de traitement. Évidemment, l'email et le téléphone sont des canaux, sont les canaux qui sont les plus chers, à traiter. Lorsque vous en avez déjà une partie qui est traitée en self-service, vous faites des économies. Pour vous donner un ordre d'idée, Gartner, estime qu'il y a entre 20 et 40 des demandes sur les canaux live qui peuvent être, potentiellement traitées par du self-service. Donc il y a véritablement un vrai potentiel à ce niveau-là, pour, réduire, l'activité sur les canaux les plus chers. Heu, Finalement aussi, le self-service est déjà adopté par les clients, hein. Ils aiment se dépanner par eux-mêmes pour tant qu'ils trouvent évidemment l'information qu'ils recherchent. Heu, Gartner aussi nous précise que c'est seulement 30 des interactions, qui sont assistées uniquement par un humain seul, et on est évidemment dans quelque chose qui va encore, plus impliquer, des robots, des machines, l'humain n'étant juste, conservé que pour, des sujets plus complexes, à traiter. Comment on automatise? Il y a différentes formes, hein, déjà d'automatisation. Ça peut prendre la forme de FAQ intelligente, de chatbot ou autre outil de recherche, ou alors, pour la voix, des serveurs vocaux, interactifs ou, des voice bots. Quelles que soient ces formes, en amont de ça, vous devez vous appuyer sur, une base de connaissances, et de nouveau de l'intelligence artificielle et surtout ce que j'entends par intelligence artificielle là, ce sont les technologies de traitement automatique du langage, qui vont permettre de comprendre la question et d'apporter rapidement une réponse pertinente, au client. Ça, c'est ce qui va vous permettre de déployer un self-care, efficace sur votre site web. Lorsque vous avez, mis en place, ces services-là, il faut, penser déjà à considérer que ce sont des produits en soi, qu'il faut les faire évoluer. Là aussi, il faut, demander du feedback, de la part des clients. Et aussi, il faut évidemment analyser toutes les demandes qui ont pu être faites via ces services-là. C'est une mine d'informations pour vous. Ça va vous donner des idées pour créer de nouveaux services. Et évidemment, c'est vertueux puisque vous allez, pouvoir, identifier les trous dans la raquette et compléter votre base de connaissances, compléter les informations manquantes sur votre parcours client. Ça, c'est typiquement ce qui est arrivé aussi, ce qui n'était pas forcément prévu au départ, pour Montblanc. Ils se sont aperçus en analysant l'ensemble des requêtes, et des interrogations faites sur la base, sur leur FAQ, ils se sont aperçus, qu'ils pouvaient créer, il y avait de la place pour créer de nouveaux services et c'est ce qu'ils ont fait. Ça leur a donné, l'idée d'améliorer encore, un peu plus le service proposé sur leur service sur leur site web. 4e piste, à explorer, on est toujours dans cette idée du care, c'est, l'humanisation de la relation, client. Heu, la vidéo, peut-être, en termes de technologie, peut vous apporter un gros plus. Là, l'idée ici, c'est de créer ou de recréer la proximité avec vos clients. On peut penser, aux agences bancaires qui, ont vu beaucoup de gens, déserter, les agences, ces derniers temps et il y a véritablement un enjeu pour, recréer une relation entre les conseillers et la clientèle. La vidéo, elle présente, plusieurs avantages. On l'a, mesuré ça récemment, en faisant une enquête là,
auprès de consommateurs français. Ce qu'a montré notre enquête, c'est que l'usage de la vidéo donne une image d'innovateur aux entreprises qui proposent ce canal de contact. Ça permet également de se donner une image d'écoute et de proximité. C'est également ce que l'étude a démontré. Les consommateurs français estiment que les entreprises qui proposent ce type de canal se montrent véritablement plus à l'écoute que les autres. Un autre avantage qui a été exprimé dans cette étude, c'est le gain de temps. Le gain de temps, il est d'ailleurs des 2 côtés, hein. C'est côté client, c'est la possibilité d'expliquer plus facilement son problème dès lors que visuellement on a une conversation et un échange avec un agent, on est plus à même de montrer la nature d'un problème, surtout lorsqu'il s'agit de se faire dépanner. Et à l'inverse, c'est un gain de temps aussi côté agent, puisqu'on voit tout de suite, on voit tout de suite de quoi il en retourne, quel est le problème. On peut imaginer aussi, des services de dépannage à distance où on peut éviter d'envoyer un technicien, à partir du moment où on a réussi à identifier et trouver une solution, directement à travers une conversation, vidéo. Donc les 2, des 2 côtés, on y a y gagné, à la fois, du gain de temps, de l'optimisation, pour les marques et de l'autre, évidemment, accéder plus rapidement à un expert, à la bonne information via la vidéo. Et puis le dernier élément, qu'apporte la vidéo et qui est essentiel, c'est, cette confiance. On a vu dans les différents scénarios, du nouveau normal, que la confiance était, absolument clé. C'est ce qui va permettre, de fidéliser, de racheter évidemment, de refaire confiance à une marque. Comment déploie-t-on de la vidéo, dans son centre, de contact? Alors déjà, il y a une première étape, qui consiste à identifier les différents, cas d'usage, pertinents. Tous les profils de clients ne sont pas, adaptés à ce canal. Il faut véritablement, segmenter votre base et voir quelles sont les bonnes populations à cibler, à qui il faut proposer ce mode de communication. Ensuite, dans le déploiement, il y a un certain nombre de choses auxquelles vous devez être, attentif, à commencer par la qualité, bien évidemment, du service, que vous proposez, la qualité des conversations, de la vidéo. Il faut que, vous vous assuriez également que le service est accessible depuis des devices, mobiles, tablettes, évidemment, téléphones. Heu, il faut également que le service, puisse être capable de monter en charge, de supporter, un trafic, plus élevé. Donc il y a des notions de scalabilité à prendre en compte et puis, dernier point extrêmement important également, c'est la sécurité. Il faut vous assurer que le service, que vous proposez est, absolument sûr, surtout lorsque, des informations confidentielles vont être échangées au cours d'une conversation. On pense là de nouveau à un assureur ou à un banquier qui va demander des informations, sensibles, dans la conversation. Donc là, il faut absolument que les conversations soient cryptées, et sécurisées. Dernier point de vigilance, c'est la formation évidemment, des agents. Tout le monde ne peut pas, mener une conversation, vidéo, sans un minimum de formation puisque là, on se retrouve, en face à face avec le client. Donc il y a un certain nombre de réflexes et de bonnes pratiques à avoir et comme toujours, il y a, une démarche d'amélioration continue à mettre en place. Donc il ne faut pas hésiter à continuer à faire de la formation continue et évidemment à améliorer, au maximum, le service apporté. Une petite astuce que je vous donne également, d'usage de la vidéo, elle doit même servir, à la collaboration entre, les agents et leurs managers. C'est avec cet outil-là que vous allez pouvoir créer, de la cohésion et notamment vous attaquer au problème que j'évoquais tout à l'heure sur la perte des signaux de communication. C'est un outil absolument indispensable pour piloter, ces équipes, à distance et là encore, on peut vous accompagner avec notre technologie, vidéo, qui propose à la fois la vidéo pour l'engagement client, mais également des solutions de collaboration. Si vous le souhaitez en savoir plus, sur ce sujet-là, je vous renvoie aussi à notre livre blanc qui détaille,
heu, vraiment l'ensemble des étapes et des bénéfices, les différents cas d'usage aussi. Si vous avez besoin d'inspiration dans ce domaine-là, je vous renvoie à notre livre blanc. Dernière étape, dernière piste que vous pouvez explorer, la personnalisation du parcours client. C'est pas le plus facile celui-là parce qu'évidemment, là, ça nécessite d'avoir, des données, pour être, pertinent et proposer des choses, qui vont vous démarquer sur le marché. L'enjeu ici, l'idée principale, c'est de servir chaque client, de manière unique. Donc le client doit se sentir, unique. Les avantages vont tout de suite se manifester, dans les ventes évidemment. Ça favorise, le réachat lorsque le client se sent traité, différemment. Vous impactez évidemment la satisfaction immédiatement et on sait qu'un client satisfait va en parler, autour de lui. À l'inverse, s'il a vécu une mauvaise expérience, il va encore plus, en parler. Donc cet aspect de personnalisation, est vraiment, fondamental, pour faire la différence sur le marché. Comment procéder à cette personnalisation? On va pas rentrer dans le détail de chacune, d'autant que la première, l'écoute client, je l'ai déjà, développée. C'est ce qui va vous permettre, de récupérer les insights, et les données nécessaires, pour personnaliser la relation. On va évoquer les autres, brièvement. Il y aura d'autres opportunités dans de prochains webinaires pour les explorer un peu plus. Simplement, ce que je voulais vous dire ici, c'est les plateformes de communication omnicanal en elles-mêmes déjà vous permettent de faire ce premier pas vers la personnalisation. Pourquoi? Parce qu'elles vont vous permettre de mettre au même endroit l'ensemble des historiques, des interactions avec un client et ça, c'est fondamental pour les agents de savoir ce qui s'est déjà passé, pour pas devoir faire tout répéter à un client. Il y a rien de plus agaçant, pour un client. Donc déjà, le fait de concentrer, l'historique des interactions au même endroit, c'est déjà, un premier effort. C'est ce qui va permettre, de proposer quelque chose de différent. Déjà, le client se dit: «OK, il a déjà, l'historique à mon sujet, on ne repart pas à zéro». Ça, c'est évidemment, la base. Après, un cran au-dessus, c'est d'intégrer, les données du CRM. Ça, c'est ce qui va vous permettre d'amener d'autres informations sur le client et d'être encore plus pertinent, lorsqu'il s'agit de les servir. C'est connaître, évidemment les services qu'il a déjà achetés, l'historique des achats, par exemple. Autant d'informations qui vont, permettre à l'agent d'être beaucoup plus, pertinent, avec le client. Ensuite, des petites astuces, pour, là aussi donner, la possibilité au client de choisir le moment où il peut être, rappelé. Ça, c'est tout simple, mais, c'est aussi, de la personnalisation, qui peut rapporter gros. C'est par exemple des services de Call Me Now ou de Call Me Back sur votre site web ou sur, les réseaux sociaux. Le client va tout simplement choisir le créneau, auquel l'agent pourra, que l'agent pourra utiliser pour rappeler le client. Ça permet d'une part, aux agents de s'organiser. Le client, lui, il peut également bénéficier, d'un service, personnalisé à ce moment-là. De choisir le moment où il pourra être dépanné, c'est beaucoup plus confortable que de devoir, rester dans une file d'attente pendant plusieurs minutes. Dernière piste possible, de personnalisation, c'est la conversation, vidéo. C'est ce que font déjà, certains assureurs ou établissements bancaires avec leurs, clients VIP. Ils vont mettre à disposition, un conseiller particulier avec une conversation, vidéo. Ça aussi, proposer ça à des clients premium, c'est une façon de personnaliser la relation, d'apporter un petit plus et surtout d'augmenter cette confiance qui est si importante, en ce moment.
Voilà, on a balayé les différentes pistes, votre kit de survie qui peut se résumer ainsi, donc écoutez davantage vos clients, flexibiliser votre, centre de contact avec, les technologies cloud, automatiser avec un self-service et donner le choix au client, personnaliser son parcours, tout au long du parcours client, lui donner la possibilité, d'avoir un service, personnalisé. Et enfin humaniser avec, la vidéo. On a vu que c'est le canal qui permet de recréer de la confiance, et du lien. Sur l'ensemble de ces sujets, Enghouse peut vous accompagner évidemment. N'hésitez pas à nous faire part de vos projets, pour 2021 et pour 2020. J'espère que ce webinaire, aura répondu à vos attentes et qu'il aura été inspirant, en tout cas, je l'espère. Et nous vous retrouvons pour un prochain webinaire qui, vous pouvez prendre date, est déjà annoncé pour le 8 octobre. Nous vous proposerons une présentation de notre plateforme cloud Contact Highway, donc notre solution omnicanal. Donc on vous fera une démonstration, de cette plateforme, et j'espère, vous y retrouver, nombreux. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite, une bonne journée à tous.